Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à la saison 2 de Penser le présent en confinement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir de 18h à 19h Sandra Delacour pour son essai L'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd, paru aux éditions B42. Et la semaine prochaine, nous recevrons, donc le jeudi 19 novembre, à la même heure, l'écrivain et romancier Éric Reinhardt pour son dernier roman, Comédie française aux éditions Gallimard. Alors, ce soir, nous recevons donc Sandra Delacour. Bonsoir Sandra. Bonsoir Alain, bonsoir à toutes, à tous. Sandra Delacour, vous êtes critique, historienne de l'art, vous enseignez l'histoire de l'art contemporain, de l'art contemporain, excusez-moi, à l'École supérieure d'art et de design de Tours, et vous avez publié en 2019 cet essai, L'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd, dans lequel vous déjouez la célèbre expression de Marcel Duchamp, bête comme un peintre, pour mettre en avant la soudaine transformation de l'imaginaire collectif qui va voir l'artiste devenir un véritable chercheur. Alors Sandra, votre essai, L'artiste-chercheur, fait la généalogie d'un concept que vous écrivez avec un trait d'union. Vous situez le début de ce lien au début des années 1940. Pouvez-vous nous décrire le contexte de cette apparition ? Cette apparition, elle est effectivement assez soudaine et assez étonnante, puisque telle que j'essaye d'en retracer la généalogie, elle apparaît en tout cas dans les années 40 aux États-Unis, dans un contexte très particulier qui est celui de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant peut-être d'arriver à cette étape, qui va être celle de la fabrication d'un rêve collectif pour inventer cette nouvelle figure américaine de l'artiste, spécifiquement américaine, en rupture avec absolument toute l'histoire culturelle, toute la manière d'écrire l'histoire de l'art américaine et dans son inscription avec, notamment dans le champ international, dans son rapport à l'histoire européenne. Cette nouvelle figure, elle a ceci de particulier, vous avez signifié ce trait d'union qui me semble important entre artiste et chercheur, c'est comment deux figures jusqu'à présent antinomiques, qui n'avaient aucune histoire commune, aucune relation commune, puisqu'aux États-Unis, l'enseignement artistique était principalement basé sur une tradition d'autodidaxie, très loin des universités qui elles-mêmes se souciaient peu des artistes. Et dès les années 40, apparaît cette volonté de faire de l'artiste un modèle pour le chercheur et inversement du chercheur pour l'artiste. Pardon. Si vous m'avez bien suivi. Oui, tout à fait. Mais comment l'université américaine a-t-elle réussi à imposer alors cette idée ? Eh bien, cette idée, elle s'est imposée assez loin du milieu de l'art initialement. Elle n'a pas été portée par le milieu de l'art elle-même et elle a été générée, finalement, fomentée au sein des universités ou avec les universités, mais sans dimension programmatique. C'est-à-dire que la situation qui s'est posée avec l'émergence de la Seconde Guerre mondiale était un problème politique et géopolitique bien plus vaste. C'est-à-dire que les États-Unis, dès avant même de décider d'investir, d'entrer en guerre contre le nazisme, vont décider finalement d'opter pour une stratégie de résistance sur le territoire national, et ce dès 37-38, pour lutter contre la propagation des fascismes sur le sol, et bien sûr en bonne idée de préparer les interventions sur le territoire européen par la suite. Ce qui est intéressant, donc on est très très loin de ces histoires de formation d'artistes, de capacité d'imaginaire, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est que pour la première fois de son histoire, en tout cas à cette échelle-là, l'université va être sollicitée par le gouvernement américain pour mettre en place un système de formation à toutes les échelles que ce soit de formation, c'est-à-dire depuis l'enseignement maternel jusqu'à l'enseignement supérieur, pour éduquer toute la population à devenir de vrais citoyens démocrates, à défendre la liberté et à lutter contre le nazisme. Cette idée qui, là encore, est très abstraite, on est encore dans l'invention de concepts, comme vous le disiez exactement, elle va mobiliser la communauté universitaire pendant 10 ans autour pour savoir quels seraient les savoirs qui sont émancipateurs, qui permettent de créer des citoyens libres, etc., et de prendre la relève, bien évidemment, de l'Europe, qui incarnait le modèle civilisationnel, et le fondement des bases démocratiques occidentales. Et de manière assez surprenante, c'est l'artiste qui va venir être érigé comme figure devant servir de guide, comme à l'ensemble des savoirs et de l'éducation pour les Américains
Alors je précise, non, je vais m'arrêter, je fais des phrases trop longues. Non, non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, pour lutter contre le totalitarisme, si je résume votre pensée, le gouvernement va mettre en place des politiques éducatives qui sont censées éclairer le peuple. C'est cela? Censé éclairer le peuple et faire appel à ses capacités de jugement individuel. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la montée du fascisme en Allemagne est un véritable choc, évidemment pour ce que l'on sait, mais aussi dans l'imaginaire de ce que c'est la démocratie occidentale, telle qu'elle est née en Grèce et qu'elle a ensuite été incarnée notamment par le modèle allemand qui est depuis la fin du 19e siècle, le grand modèle intellectuel, le grand modèle sur lequel s'est bâtie la conception de la recherche, des universités orientées sur la recherche, et le modèle moderne que l'on connaît des sciences en Europe et en Occident, à savoir des sciences positivistes, neutres, ne laissant que peu de place à l'objectivité du scientifique, etc. Le constat qui est formulé dans les années 30, et surtout aux États-Unis, c'est de dire que cette science, finalement, qui était objective, a conduit l'humanité à sa propre perte et qu'il va falloir retrouver une manière de ramener de la moralité, la recherche du bien dans le jugement des faits issus des savoirs et de la science. La figure de l'artiste, elle sort pas comme d'un chapeau à ce moment-là, elle est un peu bricolée pour essayer de fédérer les intérêts d'une communauté universitaire qui est elle-même assez divisée sur ce que pourraient être ses savoirs artistiques. Dans ce contexte-là, on est véritablement là sur une idée de l'artiste qui est un artiste atemporel. Il faut imaginer probablement davantage Dürer, Léonard de Vinci, Beethoven ou Mozart qu'un artiste véritablement contemporain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourrait s'abstraire des contingences de l'époque contemporaine pour visualiser de manière plus haute, plus générale, les enjeux qui seraient les enjeux humanistes tout simplement du développement de l'humanité. Pour faire un peu court. Et donc, l'université va aller très loin. Comment va-t-elle faire? Elle va distribuer un certain nombre de diplômes honorifiques aux artistes. Comment va-t-elle se procéder? Alors ça, c'est un petit peu la deuxième phase, c'est-à-dire celle qui va être véritablement plus active et beaucoup plus politique. La première phase, où on bricole un peu cette figure de l'artiste complètement idéale, elle va se mettre en place par une réforme de l'enseignement supérieur, où l'art va devenir le paradigme qui permet de décider comment on juge si un savoir est vrai ou pas. Donc, tous les collèges américains, par exemple, vont faire leur réforme entre 39 et 46 pour venir accueillir de la population et finalement orienter cette forme de production des savoirs dont les critères de jugement et d'interprétation sont assez flous, puisqu'elle repose sur la sensibilité artistique qui serait noble de l'artiste. Donc, vous voyez bien qu'on est quand même déjà sur un tournant épistémologique assez majeur, puisqu'il s'agit de dire que ce qui permet de décider des critères de scientificité, c'est une sensibilité qui serait propre à l'artiste. Vous mentionnez à très juste titre la phase notamment la manière dont les universités vont utiliser les doctorats honorifiques pour inciter les artistes à venir travailler à l'université, à venir collaborer à cette nouvelle figure du chercheur. Ça, c'est une seconde phase qui, je pense, constitue un tournant très différent. C'est-à-dire que jusqu'en 45, jusqu'à la victoire, en fait, vraiment cette volonté de rapprocher l'artiste du chercheur se fait sans les artistes, sans leur concertation. Ils ne sont même pas présents dans l'université, ils n'enseignent pas, très peu, qu'à de rares exceptions, à l'université, et eux-mêmes sont dans des préoccupations qui sont tout autres, celles, en l'occurrence, de la guerre ou d'autres considérations, mais qui ne sont pas celles-là. Ce qui se passe au lendemain de la victoire, c'est-à-dire que le président Roosevelt, se rendant compte que tout à coup, il a réussi à mettre en place, au nom de l'effort de guerre et de cette espèce d'urgence, à faire de l'université le bras armé de la nation puissante américaine, qui est la libératrice, grande victorieuse, etc., de la Seconde Guerre mondiale, comment il va pouvoir pérenniser cet effort de coopération entre l'industrie, mais aussi l'armée, la société et les universitaires pour produire un savoir qui va servir directement les intérêts de la nation et les intérêts économiques du pays, etc. Alors, pour le dire un peu rapidement, parce que c'est quand même un sujet assez dense, c'est ce qu'on va pouvoir qualifier d'émergence de la recherche créative, et peut-être je redévelopperai ce point par la suite, mais aussi tout simplement de ce qu'Alain Yann Mouilly-Woutan, par exemple, a qualifié de capitalisme cognitif, ou ce qu'on a considéré comme l'entrée, en fait, des sociétés contemporaines capitalistes dans une nouvelle phase, c'est-à-dire où l'enjeu de la domination économique, sociale, géopolitique, etc., ou même sociale, dépend
de la production des savoirs. Et c'est-à-dire que ça devient un enjeu non seulement économique, mais aussi de monopole culturel. Ce que va vouloir affirmer les États-Unis, et donc à partir de 1945, c'est véritablement un nouveau modèle scientifique qui pourrait se substituer, notamment parce que le monde scientifique et de la recherche dans l'Europe est complètement dévasté, y compris en Russie, mais on est déjà dans un contexte international et qui prépare la guerre froide. C'est-à-dire que comment on prend le contrôle de cette production des savoirs, et notamment des savoirs sur l'homme, on y reviendra peut-être également, et en affirmant et en développant cette fois de manière très concrète un chercheur qui pourrait directement être inspiré par l'artiste et un artiste par le chercheur. Alors là, je m'explique, on parlait des doctorats honorifiques, c'est-à-dire qu'on voit bien que tout à coup, ce qui était une idée devient très très compliqué à mettre en place dans la réalité, puisqu'on est sur des priorités et des préoccupations complètement différentes, et que pour inciter finalement les artistes à venir enseigner au sein des universités, on va se rendre compte que déjà, ils ne sont pas très intéressés. On va mettre en place deux types de politiques incitatives. La première, vous le disiez, c'est les doctorats honorifiques. Alors, je ne résiste pas, je vous montre juste quelques petites images parce qu'elles me font un peu rire. Je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est voilà, un petit image. Oui, on voit très bien. Une lithographie de Grant Wood qui se reproduit lui-même donc au centre lors de la remise d'un diplôme honorifique par deux de ses collègues qui sont en l'occurrence Carl Seashore et Norman Foster. Cette photo elle est assez rigolote parce qu'on voit bien la nature des relations qui va on voit bien le peu d'enthousiasme qui unit ces trois personnages et les deux donc qui lui remettent cette distinction sont plutôt parmi les acteurs les plus engagés dès les années 20 et les années 30 à voir décerner des doctorats aux artistes, mais des vrais doctorats, à considérer que la création, là encore en rupture avec le modèle allemand, doit être complètement retournée près de l'homme ordinaire, que les écrivains doivent occuper les universités. On a aujourd'hui l'impression que, par exemple, cette question des doctorats en art qui est complètement omniprésente en France, est complètement nouvelle et qu'elle suscite des débats. Ces deux personnes que je vous montre, Norman Seashore et Norman Foster, sont deux des personnes qui ont développé des doctorats de création aux États-Unis dès les années 20 et notamment à l'université de l'Ohio. Et où enseignait lui-même donc ce immense artiste qui est Grant Wood, qui lui était sur des préoccupations régionalistes tout autres et qui n'était pas plus enclin. J'aime beaucoup la lumière sur Grant Wood. Voilà. Une allusion évidemment à l'université produit beaucoup de lumière. Voilà. Et alors après, ce qui est drôle, je vous montre parce que c'est hilarant aussi, c'est-à-dire que tout ça, on a l'impression que ce sont des histoires conceptuelles, etc. Il faut savoir que si on s'intéresse à la manière dont ces idées ont été véhiculées, dont elles ont été popularisées pour vraiment devenir un rêve collectif que toute la société et les artistes eux-mêmes vont finir par intégrer, cette expérimentation, enfin cette pensée, elle s'est concrétisée par l'invention d'une nouvelle iconographie et d'un récit qui va s'incarner dans la presse populaire, notamment dans Life. Life, c'est truculent à ce moment-là, parce qu'on voit véritablement que des figures qui n'existaient pas, qui n'étaient pas représentées ou centre d'intérêt pour la presse populaire, la figure du scientifique et son évolution iconographique va évoluer au fur et à mesure pour finalement incarner ce nouvel. Alors je vous montre. Oui, il y a un très beau cahier image dans le. Oui, je vous montre parce qu'il est plutôt sympa. Bon alors ça qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais. Oui, c'est difficile effectivement à montrer, mais il y a un très beau cahier image qui est central et qui permet de se donner une idée de tout ce que vous évoquez et de la façon dont la publicité aussi. Oui, qu'est-ce que vous nous montrez là? Parce que ça, c'est évidemment Ben Shahn, qui a été un des grands artistes, qui a défendu la venue des artistes à l'université dès les années 50, qui a été un peu un des promoteurs. Et là, c'est lors d'une remise de doctorat honorifique à Harvard. Et ce qui est assez rigolo, parce que je vois, c'est le côté désinvolte aussi de la chose, mais c'est que cette iconographie, elle va pulluler ce type de représentation. Donc, on parlait des titres honorifiques, des doctorats honorifiques, qui étaient absolument jamais décernés aux artistes avant les années 40. Il y a quelques exceptions, on le voit, Grant Wood, etc., mais parce que lui-même était déjà enseignant à l'université depuis les années 30. Mais c'était absolument pas courant. À partir des années 50, les universités elles-mêmes vont se battre, rivaliser absolument de tout ce qu'elles peuvent pour attirer les artistes de renom en leur sein. Qui ne marche pas, et donc on a à ce moment-là des artistes qui sont très connus et qui vont accepter ces titres honorifiques. Ce titre honorifique, et qui vont tous, je vous conseille de regarder sur Internet, sur Google, faire une petite recherche image, c'est assez rigolo parce qu'il y a des candidats qui en ont reçu, donc vous pouvez regarder Ellsworth Kelly et distinction honorifique, qui s'amusent beaucoup de ça, et il y a toute une tradition, donc les artistes peuvent avoir 10, 20, 30 titres honorifiques, maintenant c'est très très ordinaire. Le pendant de ça,
Ça, c'est le côté un peu drôle, qui a aussi le mérite de maintenir les artistes en position d'extériorité à l'université, parce que c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de poste permanent, ils n'enseignent pas à l'université, D'accord. mais on jouit absolument de leur prestige et de leur renommée. La deuxième politique qui va être mise en place pour faire venir les artistes à l'université, elle va cette fois être une politique beaucoup plus active, qui consiste en gros à recruter en masse, et pour la première fois de son histoire, donc ça c'est à partir des années 50, et ce qui va ensuite se développer concrètement, des artistes pour venir enseigner. Donc ce sont souvent des jeunes artistes assez inexpérimentés, qui connaissent pas eux-mêmes l'université parce qu'ils ont été formés ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas à des cercles d'érudition ou de connaissances alternatifs, voire même de chercheurs, mais qui sont en train de découvrir cet environnement qui, pour la plupart, sera source de déception, qui reviendra peut-être, et qui surtout, quand même, pour revenir à ce qui nous préoccupe, le contexte idéologique et politique qui porte tout ça, c'est que cette première campagne de recrutement des artistes s'opère en plein macartisme. Et en plein macartisme, au moment où les universités sont elles-mêmes purgées au nom de la nécessité à défendre l'idéal américain, les intérêts du pays, de la nation, etc., contre notamment le modèle communiste. Alors, ce qui me semble vraiment intéressant à souligner ici, et que peut-être je n'ai pas suffisamment indiqué, c'est que cette figure de l'artiste idéal, donc qui se fomente dans les années 40, va devenir véritablement l'objet d'un un cheval de bataille, en fait, pour donner naissance à une nouvelle forme de recherche, donc je vous disais conquérante, qui va être la forme de recherche internationale et qu'on connaît, hein, qui commence à se développer, enfin en tout cas qui arrive jusqu'à nous au grand galop, et qui va renouveler absolument l'imaginaire de la recherche en alliant finalement les grands mythes de la conquête de l'Ouest en les adaptant au système universitaire. Donc on retrouve bien sûr l'idée que l'universitaire serait aujourd'hui comment dire, un chercheur d'or noir, donc la métaphore pétrolière qui est empruntée d'ailleurs à l'industrie automobile est ici utilisée, et pour expliquer qu'en gros, la grande nouveauté, c'est que les États-Unis, pour la première fois, vont financer massivement, à partir de 1945, la recherche dans les universités privées, ce qui n'est arrivé auparavant qu'en temps de guerre. Donc entre 45 et 65, on a une arrivée de fonds mais qui est massive, qui est vraiment un véritable âge d'or pour la recherche américaine, mais qui va être mise sous condition. Cette recherche, elle va tendre pour assurer les chercheurs, parce que bien sûr les chercheurs ne sont pas tout à fait enthousiasmés à voir leur paradigme, leur manière de travailler, leurs critères de scientificité travailler, retravailler, renégocier. On va essayer de rassurer cette communauté en leur disant, mais écoutez, les États-Unis vont financer la recherche fondamentale. Et c'est à vous, par les principes de mise en concurrence des chercheurs entre eux, ce qu'on connaît aujourd'hui très bien, de la culture, de l'appel, de la projet, etc., de convaincre les nouvelles instances qui vont être créées, notamment la NSF, la National Science Foundation, qui gère un peu cette nouvelle histoire de la recherche. Et finalement, c'est la capacité de vos recherches à trouver une application dans le domaine de l'industrie ou dans les domaines qui intéressent la nation en elle-même, qui vont permettre de financer cette recherche. Et bien sûr, cette recherche, elle est énoncée clairement comme une recherche créative. Alors, je vous montre juste, c'était cette image que je cherchais très rapidement, l'image de ce que serait le chercheur créatif. Donc ça, c'est Caltech, une photo toujours publiée dans Life. Alors c'est très drôle parce que on voit qu'on a renoncé à la blouse blanche, qui était l'iconographie traditionnelle pour démontrer l'objectivité et la neutralité du chercheur. On est passé au costume de tweed pour bien montrer qu'aux États-Unis, la recherche, elle est portée par le citoyen lambda, par vraiment la personne, un homme ordinaire, qui est aussi un homme d'action. Et puis, cette recherche créative, elle est finalement incarnée ici de manière assez ludique, en montrant que, ben voilà, il faut une sensibilité de l'artiste, une sensibilité toute particulière pour venir interpréter le sens que l'on peut donner à une recherche fondamentale. Et c'est cette capacité à transformer un savoir, a priori, sans utilité, en ingénierie, qui va commencer à déclencher cette chose. Alors, j'arrête, je me tais un petit peu. Non, c'est très intéressant, Sandra, mais vous avez utilisé une figure emblématique dans votre ouvrage, puisqu'il est nommé l'artiste, je le remonte, pour ceux qui viennent d'arriver, l'artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd. Et donc, vous avez choisi Donald Judd comme figure emblématique. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que ça s'est imposé Qu'est-ce qui a guidé ce choix? Judd me semblait être l'exemple parfait de ce retournement, de cette espèce
je dirais, de relation schizophrénique à l'artiste-chercheur, clairement, qui se met en place notamment dès les années 60, puisque Donald Judd apparaît à la première génération d'artistes qui est désignée, ou en tout cas dont la reconnaissance artistique est en partie associée au fait qu'il ait fréquenté les universités, puisqu'il les a fréquentées en l'occurrence longtemps, puisque de 48 à 62, il a fait des longues études, mais parfois, donc il aura étudié l'histoire de l'art à Columbia, l'art contemporain à NYU, il aura fait des études généralistes à Columbia, etc., tout en pratiquant à côté finalement la pratique artistique au sein des écoles d'art et notamment de la SL, qui est une école de très très prestigieuse dont est sorti Pollock, etc., mais non diplômante, et que à la fois cette volonté à suivre une éducation universitaire, une formation universitaire va complètement venir éclipser l'ensemble notamment tout le travail qu'il aura fait pour se former en tant qu'artiste. Ce qui m'intéresse, c'est que très vite, donc en 66, il est promu un peu héros de cette génération, qui effectivement est la première à sortir des universités, mais pour les raisons qu'on a vues aussi, d'incitation de la population à aller vers l'enseignement supérieur pour des raisons démocratiques, et que finalement cet intérêt pour lui a conduit à dénigrer complètement ce qu'était son travail. Je m'explique par là, c'est-à-dire que si vous regardez la fortune critique de Donald Judd, elle est assez intéressante. C'est quelqu'un qui, jusqu'en 65, publication d'un texte théorique qui s'appelle Specific Object, et 66, l'exposition Primary Structures, qui est la première à finalement désigner cette nouvelle génération d'artistes diplômés. C'est un artiste qui vivote, n'a pas véritablement de succès, etc. En 68, 3 ans plus tard, il a sa première rétrospective au Whitney Museum. Donc il y a une sorte d'emballement extrêmement important du milieu de l'art, aussi du public, etc., et aussi à l'international, pour ces formes d'artistes qui seraient éduqués. Ce qui est assez étonnant, c'est que très vite, ça se referme contre lui, et notamment contre les artistes de sa génération, en venant poser le débat de son travail sur le fait que ce qui finalement serait décisif dans la qualité de son œuvre, c'est qu'il soit passé ou non par l'université, ce qui est absolument absurde et qui aura obscurci absolument tous les débats. Cette discussion, elle n'est pas nouvelle. On la trouve, je dirais, vous parliez de Duchamp et de Bête comme un peintre, qui est évidemment très ancré. Toutes les prétentions des artistes à afficher une volonté, ou en tout cas une position intellectuelle, d'engager des pratiques de recherche, de déplacer les savoirs, à être même compétiteurs ou en rivalité, voire complètement des challengers, pendamment américains, des savoirs traditionnels, ont été toujours moqués. Donc ça, effectivement, y compris par les premiers qui, dans les années 10, ont voulu, depuis les universités, former les artistes à la recherche, et au prétexte que, justement, l'artiste méritait enfin des artistes intelligents, je cite. Bon, ce sera quelque chose sur lequel on revient. Ces questions, elles se sont jamais déplacées. Cette opposition binaire de penser une génération, et Judd était le héros d'une génération, en fait, on n'a jamais regardé la réalité de son travail, de ce qu'elle pouvait engager en termes de production de savoir, en termes de même ce qu'était engager un savoir ou la construction d'un savoir par le biais d'une pratique artistique à travers ses œuvres. Au contraire, c'était toujours une génération qui a été condamnée au détriment d'une autre. Donc ça a commencé assez clairement en 72 avec Harold Rosenberg, qui a publié ce texte que vous retrouvez dans les définitions de l'art, qui vient justement expliquer que les artistes qui sont formés intellectuellement, aussi à la recherche, à l'histoire de l'art, aux sciences humaines et sociales, etc., sont des artistes qui ont tout oublié de l'art et qui viennent juste finalement substituer une conception théorique de la recherche à l'art lui-même. Vous savez, Sandra, c'est encore une querelle qui a lieu, parce que là, je lisais dans le Nouvel Obs d'octobre que Hector Holbach avait encore le même type de position en disant que tout cet art conceptuel n'avait aucun sens, etc., qu'il ne valait pas le Titien. Voilà. En gros. Exactement. Bon. Moi, je demeure de Judd, et notamment j'ai choisi Judd parce que je trouve que c'est un artiste immense et fantastique, et que effectivement ses œuvres parlent aussi un peu pour lui. Pour revenir effectivement à Judd, donc 2 choses. Le fait que cet intérêt très superficiel dans les années 60 pour l'artiste-chercheur, et pourtant qui va imposer que l'histoire de l'art soit réécrite, que les paradigmes de reconnaissance artistique soient transformés,
que les formations des artistes soient transformées, que l'université elle-même se transforme, enfin, que tout ce changement, finalement, l'intérêt est assez superficiel. Si on le regarde dans les faits et dans la réalité de ce que ça peut vouloir dire en termes de perception du travail artistique, jamais je me mets au défi de sortir un texte qui viendrait préciser comment ou en quoi un travail de recherche est engagé dans le travail de Judd. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui où finalement on sait très très peu de choses de ce que serait la manière dont travaillent des savoirs, les œuvres en particulier. Donc Judd, il avait aussi ceci d'intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais, contrairement à l'espèce d'héros qu'on en a fait de l'artiste-chercheur, jamais enseigné à l'université, qui a continué dès son premier poste d'enseignement, qui a plutôt choisi d'enseigner au Brooklyn Museum, à l'école d'art du Brooklyn Museum, qui était une des dernières, au début des années 60, une des dernières écoles qui avait résisté à l'assimilation par les musées, qui étaient non diplômantes, etc. Et ce que fait Judd, et d'ailleurs Judd n'ira jamais à l'université, enfin n'ira jamais enseigner à l'université, comme la plupart des artistes qui sont eux-mêmes recouverts par cette étiquette. Je pense notamment à Dan Flavin, qui a dès 68 pris position contre cette espèce de monopole ou d'obsession de l'université pour venir absorber le travail des artistes, etc. Donc les artistes eux-mêmes n'étaient pas dans des positions d'adhésion ni d'idolâtrie. Ce qui est très gênant, me semble-t-il, c'est que justement de venir penser qu'une génération pourrait être le symptôme, ou que l'art pourrait être le fruit, le produit simplement de l'esprit du temps, d'une formation, etc., etc. Je trouve que cette chose-là appauvrit énormément le débat et qu'elle tend effectivement à uniformiser et aussi à dépolitiser très concrètement le travail de ces artistes. Je pourrais donner l'exemple, par exemple, toujours pour revenir à Judd. Judd a très tôt écrit, ou dans son travail artistique, ou même d'enseignement au Brooklyn Museum, travaillé sur la dimension politique du voir. C'est-à-dire que ce qu'on voit, effectivement, en tant qu'œuvre d'art, est inscrit dans un champ politique de signification, tout simplement parce qu'il est lié à des institutions qui les montrent, parce qu'il est lié à une économie, un marché, etc. Et qu'une grande part de son enseignement, destiné en artiste, se passait dans les galeries. Et justement, à travailler sur l'histoire de ses collections, à travailler sur des choses toutes simples, mais qui sont pourtant assez étonnantes par rapport aux théories greenbergiennes, notamment le primat de la peinture de chevalet, etc. C'est l'idée qu'aux États-Unis, la culture et l'histoire de ce qui se voit est liée aussi à une tradition d'importation, notamment dans le passé. Donc il ironise par exemple tout le rapport au lieu, tout le rapport à l'espace. J'aimerais souligner très rapidement que Judd est aussi parti à Marfa très tôt et qu'il a quitté la scène artistique justement pour critiquer les régimes monopolistiques que le milieu de l'art, dans un sens très politique du terme, là encore, venait organiser en imposant tacitement des conditions de visibilité, d'invisibilité, etc. Lorsqu'il part à Marfa en 71, c'est avec l'idée justement de créer un autre espace où très concrètement des artistes lui-même vont pouvoir venir travailler et expérimenter les conditions d'émergence des formes, dans ce qu'elles ont de rapport au territoire, à ses histoires, notamment à des questions d'acculturation, parce que le Texas est quand même un territoire qui a été américain, mais aussi mexicain et aussi espagnol, etc. Et tout ce travail qui, en gros, chez Judd, amène à réfléchir le rapport que l'art entretient avec l'organisation politique des sociétés, des territoires et aussi tout simplement la mobilité des corps, etc., a été complètement passée sous silence et complètement évacuée. Donc aujourd'hui, sa réception, elle est encore complètement, je dirais, schizophrénique, scindée, puisqu'on ne peut pas dire autre chose de Judd qu'il a été ce grand intellectuel érudit, etc., ce qu'il a été, et en même temps, toutes ses opinions, tout ce qu'il a cherché à défendre au travers de ses prises de position sont devenues complètement inaudibles. C'est en cela que vous dites que cette révolution a été à la fois un vecteur d'émancipation intellectuelle, ça je vous cite, Oui. mais a aussi participé à une vaste dépolitisation des sciences humaines, ainsi qu'à la répression de ses acteurs les plus contestataires. C'est là où les choses se rejoignent. Elles se rejoignent. Alors, évidemment, parce que ce que j'ai oublié de préciser, qui est très important, on parlait du contexte du macartisme et de la surveillance obsessionnelle des opinions politiques, évidemment, des citoyens, mais aussi des chercheurs et des artistes et des intellectuels. Ce qui va se passer à ce moment-là, où on redéfinit ce que c'est que la recherche américaine, c'est une recherche non partisane. Et ça, c'est une vraie nouveauté, et ça vise principalement les sciences humaines et sociales, qui sont plutôt des sciences critiques, notamment envers les modes, tout simplement, le modèle capitaliste, l'American Way of Life que défend contre le bloc soviétique les Truman à ce moment-là, que la chasse aux sorcières va aussi se livrer sur des contenus qui sont
qui sont des critères qui consistent à déterminer quels sont les rapports de loyauté que le savoir créatif doit entretenir avec le gouvernement, avec voilà l'idéologie dominante mainstream. Et cette chose, elle va se traduire par finalement la mise à mal d'un combat qui était celui de l'université, en gros, depuis américaine, mais aussi européenne, depuis le début du XXe siècle, à savoir défendre la liberté académique. C'est-à-dire qu'un chercheur est, a priori, libre de travailler sur des objets, des sujets, prendre la parole publiquement, d'exploiter ses hypothèses de manière que nécessite le travail artistique, sans censure morale et politique par rapport à l'objet de ses préoccupations. Ça a été un vœu pieux, puisque toute l'histoire du XXe siècle s'est traduite par des purges, là encore, ou des procès, ou des serments de loyauté qui ont été imposés aux chercheurs. Donc ça, bien sûr, ça a animé la communauté et suscité énormément de débats, mais aussi de procès, etc. C'est des choses qu'on observe très nettement dans les périodes qui sont toujours des périodes de patriotisme associées à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la montée de l'antisémitisme, aussi qui sont liées à des considérations politiques. C'est qu'avec la révolution industrielle, dès le 19e siècle, les universités privées sont en partie financées par les grandes entreprises, les grands acteurs du capitalisme industriel, et qu'au final, quand on vient critiquer au sein de l'université les financeurs, on se retrouve évidemment avec des vagues de renvoi, etc. Donc, ce qui est intéressant dans les années 40 et au moment où précisément on fait venir les artistes à l'université, c'est qu'on va ériger, et notamment la NSF va l'écrire très clairement, donc cet organe qui a pour but de régulariser en temps de paix le système de coopération entre le gouvernement, l'armée et les artistes pour le pérenniser en temps de paix. Donc là, ils vont dire très clairement que le modèle désormais pour le chercheur, ce n'est plus la liberté académique, mais c'est la liberté de l'artiste. Une liberté qui est sous-entendue comme apolitique, puisqu'on est toujours sur un fantasme de ce que serait l'artiste, un artiste qui bien sûr dépasse toujours les considérations bassement prosaïques, polémiques, qui ne parle jamais du temps présent, mais qui parle de l'universel, de l'intemporel, etc. Donc, mais c'est aussi ce qui est promu, notamment par Truman, par le biais de lorsqu'il envoie les artistes américains à la Biennale de Venise, etc. C'est-à-dire qu'à la fois on se sert d'artistes on parlait de Ben Shand tout à l'heure, qui est un exemple, mais aussi d'autres, de Rothko, je renvoie là pour les plus jeunes au merveilleux livre de Serge Guilbeault, Comment New York vola l'idée d'art moderne, c'est-à-dire ce renversement, tout à coup, cette récupération politique d'artistes qui étaient plutôt enracinés de gauche, dans des traditions contestataires plutôt radicales, etc., et qui, après la Seconde Guerre mondiale, et notamment ont renoncé à la figure ou à des formes de représentation de la contestation qui étaient très explicites, parce que tout simplement il était aussi difficile, après un traumatisme collectif comme celui-là, de rester sur des formes peut-être picturales plus anciennes. Et donc le fait que les formes de contestation deviennent plus subtiles, et notamment qu'elles s'intéressent à la production notamment des savoirs ou autre chose, est devenu finalement une manière de véhiculer l'idée que les artistes seraient apolitiques et que ce serait donc le modèle. Et ils vont servir en cela finalement à mettre fin aux revendications à la liberté académique. Chose sur laquelle on pourra revenir aujourd'hui, puisque je crois que le débat, et c'est aussi ce qui m'intéresse à établir un parallèle entre le temps présent et cette Tout à fait. C'est pour ça, Sandra, vous avez publié en 2016, je crois, un autre essai, donc qui a précédé celui dont on parle, et qui avait fait l'objet d'une table ronde à l'INHA. Donc cet ouvrage remarquable qui a été publié également aux éditions B42, qui s'appelle Le chercheur et son double. Et dans cet essai, vous évoquez la figure de l'artiste théoricien et celle de l'artiste chercheur. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux concepts ? Eh bien, je crois que justement, cette figure de l'artiste-chercheur, elle est assez différente parce que des artistes engagés dans la production des savoirs, il y en a toujours eu. Je parlais tout à l'heure de Léonard de Vinci, l'artiste savant, c'est ça, voilà. etc. C'est vraiment pas que l'artiste soit engagé, soit pas un idiot, justement, ou soit quelqu'un d'engagé de manière concrète, active dans la remise en question des savoirs ou leur perpétuation. Les artistes sont pas non plus forcément à chaque fois du côté du bon côté de la Manche. On a aussi beaucoup des conservatismes. Mais ça, c'est pas une figure nouvelle. La figure de l'artiste intellectuel, peut-être c'est une figure qu'on connaît également et qu'on peut, de manière rapide et un peu caricaturale, davantage associer peut-être aux avant-gardes qui ont abondamment utilisé le manifeste, la théorie de l'art, etc., pour construire aussi une autre perception de
ce qu'était leur production artistique et de leur engagement dans la société. Il y avait la figure de l'artiste intellectuel, et qui est souvent prise d'ailleurs comme modèle, comme contre-modèle par bon nombre d'artistes américains de cette génération. On a perdu Sandra. Ah, voilà, on vous retrouve. Ah, pardon. Bon, détaillais donc un autre contre-exemple, peut-être, qui était celui de l'artiste intellectuel, qui depuis les États-Unis est davantage associé à une figure française, je dirais, notamment avec un modèle sartrien, qui est l'artiste qui vient prendre la parole dans l'espace public pour venir notamment se faire porte-parole de ceux qui ne l'auraient pas, etc. L'artiste-chercheur, selon moi et selon les écrits des artistes qui ont été associés plus ou moins à ce courant, c'est vraiment l'idée de participer à autre chose, c'est-à-dire à une réflexion politique sur la fabrication des savoirs et comment on s'engage, et notamment des savoirs sur l'homme. Je dois dire que le livre que vous mentionnez, qui a été, je le détaillerai par la suite, mais s'appelle Le chercheur et ses doubles, précisément en référence à Michel Foucault et à ce qu'il qualifie en fait d'épistémé moderne, ce grand tournant qui serait un tournant majeur dans l'histoire de la production des savoirs dans l'époque moderne occidentale, c'est-à-dire le moment où l'homme se dédouble, donc le chercheur et ses doubles, puisqu'il devient à la fois producteur du savoir et aussi objet du savoir. C'est-à-dire, il fait allusion en l'occurrence à la naissance des sciences de l'homme, puis des sciences humaines, puis des sciences humaines et sociales, ou à la naissance de l'ethnologie, etc., où se produit une séparation assez fondamentale au sein du vivant entre ceux qui sont du côté, les sachants qui sont du côté du savoir, qui peuvent produire, considérer les autres comme des objets d'observation, des objets assujettis finalement à la vision qu'ils vont développés par le biais de ces nouveaux savoirs, et puis voilà d'autres qui sont assignés finalement à... Alors bon, je ne vais pas détailler véritablement ça, mais c'est véritablement ça qui me semble engagé dans la question de l'artiste, enfin, en tout cas de l'artiste-chercheur tel que je l'entendais, c'est-à-dire venir à un moment se poser des questions qui sont d'ordre épistémologique, bien plus que... c'est-à-dire comment on accède au savoir, par quelle modalité, comment il se met en œuvre et comment il crée des rapports de domination simplement au sein de la société, de manière très simple et de manière, je le résumais évidemment un peu vite. Donc ces artistes-chercheurs, eh bien, du coup, ils peuvent être très éloignés de l'image d'Épinal que l'on se fait de l'artiste-chercheur, qui aurait nécessairement un doctorat ou qui serait nécessairement avec une éprouvette ou des petits archives ou la conférence. C'est-à-dire que du coup, c'est un objet d'étude qui devient commun à d'autres champs disciplinaires, enfin, les arts sont plutôt du côté de l'indiscipliné, mais à d'autres champs d'expérimentation qui peuvent être ceux des sciences humaines et sociales d'aujourd'hui ou d'autres, de l'histoire de l'art, etc. Donc, comment se fabrique aussi ce savoir et qu'est-ce que ça produit au sein de la société que d'engager ces types de production. Alors pour parler du livre, parce que c'est un livre collectif, donc je souhaite vraiment pouvoir expliquer comment ça s'est passé. Donc, vous étiez 3, je crois. Hein. Voilà, il y avait 2 historiennes de l'art, enseignantes également en école d'art, ce qui fait que ça nourrit aussi notre intérêt beaucoup, ces questions de la recherche-création. Vanessa Terodopoulos et Katia Schneller. Et nous avions décidé d'inviter des artistes sur des bases pas du tout, assez arbitraires d'ailleurs, si je puis le dire, des artistes dont on aimait le travail, qui nous informaient, nous, en tant que chercheuses. Et l'idée, c'était justement de ne pas prendre leur travail comme un phénomène générique, quelque chose de génération, mais de partir d'œuvres en cours, qu'eux-mêmes viendraient présenter et qui seraient mises en discussion et le point de départ des questions qui nous préoccupent. Donc il y avait des personnes que j'aime beaucoup, qui ont apporté énormément à cette publication, Kapwani Kimwanga, Otobong Nkanga, la plateforme curatoriale Le Peuple qui manque, Mathieu Abonin, qui est également Émilie Villès, qui est directrice de la Fondation Cadis. Donc on a choisi ces personnes aussi, parce qu'ils avaient envie, j'espère, je pense, de le faire avec nous, non pas dans leur rapport à l'institution, est-ce qu'ils étaient identifiés comme artistes-chercheurs ou pas chercheurs. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que même aucun d'entre eux ne se dit artiste-chercheur, etc., même si ils en empruntent les méthodes, ils en étudient les corpus et ils les déplacent dans leur pratique artistique. Donc, voilà un peu la chose, et l'idée, c'était vraiment de commencer à travailler sur ce qui se met en place par le biais de l'art, quand on commence à s'intéresser à cette question de la production de l'homme, en l'occurrence. Donc, de nous ramener à des questions de comment se fabriquent des positions d'objets, des positions de sujets, quel type de savoir convoquer, est-ce que ce sont nécessairement des savoirs minorés? On a beaucoup, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette chose qui serait propre de l'art, propre à l'art, pardon, de convoquer des pratiques amateurs, d'histoire orale, des savoirs minorés. Ce sont des choses qui existent aussi dans le champ universitaire depuis très longtemps. Je pense notamment dans l'anthropologie à
Clifford Geertz, etc., où je rappelle que par exemple le premier laboratoire d'histoire orale a été créé à Columbia en 48. Donc on est vraiment sur des choses, de voir comment finalement les choses se sont bricolées, comment elles dialoguent et quelles sont aujourd'hui leurs conséquences dans le temps présent. Peut-être pour préciser aussi les enjeux, la figure de l'artiste-chercheur qui était si célébrée dans les années 60 et qui revient aujourd'hui en force, il me semble pas anodin c'est une figure qui ressurgit et qui disparaît assez régulièrement et qu'elle est quand même liée toujours à une volonté politique de la faire apparaître qui est très forte. Je soulignais au début de cette discussion le fait que la naissance de la recherche créative, cette idée que l'art, la créativité permet d'interpréter les savoirs, etc., commençait à naître finalement dans les années 40, au moment où elle devient un enjeu politique, et où on la retrouve exactement sur les mêmes paradigmes de manière amplifiée, à travers simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences prédictives et le big data. J'en veux pour exemple, qui n'est qu'un exemple, mais qui devrait être largement développé, comment par exemple Facebook va désigner comme curateur les personnes qui interprètent les algorithmes qu'ils font, ou comment aujourd'hui les ingénieurs de la donnée sont qualifiés de classe créative, etc. Donc cette question aujourd'hui me semble essentielle. Les opérateurs, les acteurs majeurs de la recherche se sont déplacés. Je pense que là, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on vient mettre en parallèle la figure de l'artiste et la figure des chercheurs, là encore, ce sont deux figures qui aujourd'hui sont très mineures dans l'histoire de la production des savoirs, comme elles l'étaient dans les années 40. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est plus l'université qui est fourvoyeur, ou en tout cas le principal producteur de ce que serait le savoir sur le temps présent ou sur l'histoire et les sociétés. Juste peut-être un point qui me semble important aussi, c'est que je pense que la globalisation et le fait que la technologie, notamment numérique, digitale, permettent aujourd'hui de compulser de manière de créer un œil omniscient qui permettrait de regarder le monde, de surveiller le monde, de le nommer, de l'identifier, de le décortiquer en temps réel, crée aussi un nouveau paradigme dans l'histoire de la science qui n'est pas sans lien. Parce que, comme je le disais, justement, ce critère de la créativité revient également, mais là encore, elle engage finalement des bases d'analyse qui sont, je dirais, assez déconnectées, enfin déconnectées en tout cas, fondées sur des critères, là encore, plus ou moins biaisés, secrets, qui soient politiquement biaisés, enfin économiquement biaisés, puisque ceux qui regardent le monde sont aujourd'hui du côté de ceux qui sont les détenteurs des technologies, et puis il y a une partie du monde qui serait observée. Ce qui me semble assez fort, c'est qu'aujourd'hui, je vois bien, je refais une petite parenthèse dans la parenthèse, pardon, mais c'est que cette question de recherche, de ce que serait aujourd'hui la production des savoirs, on a tendance à la regarder par le petit bout de la lorgnette et comment l'art ou l'universitaire pourrait bricoler des choses ensemble, mais le contexte général est un contexte de transformation beaucoup plus vaste. Et c'est-à-dire que là encore, sur des critères de scientificité non énoncés, puisque maintenant, simplement les bases algorithmiques qui permettent de calculer la métadonnée, etc., sont protégées au titre du brevet professionnel ou du brevet économique. Donc on n'en a absolument pas les critères, mais nous devons tous adhérer finalement à une manière, un discours, un récit de scientificité qui est fait sur ces faits. Je pense qu'aujourd'hui, cette résurgence, alors elle n'est pas la seule, je vais un peu vite comme ça, mais cette transformation, elle est beaucoup plus large. On le voit aussi dans les réformes récentes de la recherche, hein, qu'elles soient dans le cadre de la LRU en 2004, si je ne m'abuse, ou et récemment la loi programmation recherche, nous sommes quand même sur des paradigmes qui vont clairement dans ce sens, à savoir financer la recherche créative. Donc il y a une augmentation, vous l'avez vu certainement dans le projet de loi, une augmentation assez importante des budgets qui sont accordés, mais qui sont accordés à des entreprises créatives qui vont elles-mêmes être engagées du côté de cette production de la métadonnée, en fait. Je ne sais pas si j'étais très claire sur ce point. Ce qui me paraît intéressant peut-être dans aujourd'hui cette volonté, en tout cas, à reproduire du rapprochement entre recherche et création, c'est peut-être que justement permettre aux artistes et à nous-mêmes de dézoomer sur ce que c'est aujourd'hui clairement engager une recherche et financer ou produire du savoir sur le présent. Et c'est pour cela que vous pensez que c'est une catégorie, l'artiste-chercheur, c'est une catégorie très valorisée par les institutions et par le marché aujourd'hui. C'est pour les raisons que vous venez d'évoquer ou... Je ne pense pas directement.
Enfin, je le sais pas, je l'ignore, je le pense pas. Je pense qu'il y a une incitation. De la même manière que l'artiste-chercheur des années 40 n'a pas été fabriqué par l'université. L'université était acculée, c'est-à-dire qu'elle n'intéressait personne, les chercheurs étaient véritablement considérés comme des losers absolus, aucune place sociale, etc. Et on était dans le contexte de la dépression. C'est-à-dire que Columbia, il faut imaginer, en 31, c'est 5000 étudiants. En Ah oui. 45, lorsque l'État décide de financer l'arrivée en masse de la population, c'est 45 000 étudiants. Donc c'est évidemment des enjeux économiques très fort. De la même manière, je pense qu'aujourd'hui, les institutions sont elles-mêmes en proie avec ces difficultés, finalement, cette espèce de logique de survie. On le voit bien pour les écoles d'art, hein, qui aujourd'hui sont en compétition, évidemment, à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, et qu'il faut être capable de répondre à cette nécessité de produire des doctorats, des artistes surdiplômés, etc. Donc je ne dirais pas qu'il y a une volonté des institutions à directement servir à une transformation, d'une transformation de ce qu'est la recherche ou de ce qu'elle peut impliquer, mais en tout cas, tous les feux verts sont absolument donnés parce que il faut bien, chacun aujourd'hui produit de la recherche en répondant à un appel d'offres, chacun est mis en concurrence et chacun va aller dans le sens de ce qui va obtenir le financement, etc. Peut-être là encore, je sais pas, je me dis, c'est très difficile de parler tout seul dans une pièce et d'imaginer la portée de ce qu'on raconte. Là, je vais pas avoir l'air d'une complotiste de la dernière heure, mais je trouve assez intéressant aussi de s'interroger sur la dimension critique aujourd'hui, qui est, enfin, le potentiel critique au pouvoir critique qui serait accordé à la recherche, qu'elle soit portée par l'art ou qu'elle soit portée par des méthodologies plus académiques. Depuis les années 90, se sont multipliées ce qu'on appelait les procédures judiciaires, enfin, des procédures judiciaires à l'encontre des sciences humaines et sociales, pas simplement en France, hein, dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Turquie, en Pologne, etc., envers des recherches, notamment dans le champ des sciences humaines et sociales, qui viendraient simplement observer, étudier des pratiques considérées comme insurrectionnelles, anti-étatiques, etc., etc. Ces procédures, elles ont été évidemment dans un contexte de tension politique très forte, géopolitique très forte, accentuée par les récentes lois de surveillance qui, depuis les années 2000, viennent permettre, en fait, par exemple, la saisie tout simplement du matériel de recherche d'un chercheur qui travaillerait sur les milieux indépendantistes corses, sur les milieux écologistes radicaux, etc. Voilà, ce sont des questions, voilà, cette idée de la créativité qui est souvent associée à la recherche est généralement quand même portée par un contexte belliqueux ou répressif idéologiquement. Et donc, voilà, je me posais la question de ces encouragements. Je pense que, voilà, il y a 1000 manières, ce que montre quand on regarde la diversité, il y a 1000 antagonistes, il y a 10 000 raisons de s'intéresser à la recherche, à s'intéresser à la fabrique des savoirs. Et donc, évidemment, il n'y a absolument pas de raison de le faire. Il y a, en revanche, selon moi, raison à s'inquiéter de l'injonction à suivre cette voie qui serait nivelante et complètement inintéressante si elle était d'ailleurs la seule manière de faire de l'art. Et quels sont pour vous, Sandra Delacour, les artistes-chercheurs qui seraient emblématiques d'aujourd'hui? Là, on a parlé de ceux donc de votre essai de 2016, mais bon, il y avait déjà des acteurs qui sont beaucoup maintenant désormais très en vue, hein, comme Capuani, qui vient d'avoir le prix Marcel Duchamp, ou Mathieu, qui voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres représentants ou une tendance, disons, une sous-tendance ou quelque chose qui a... Quels sont ceux que vous avez repérés? Est-ce qu'il y a des... On pourrait parler d'Éric Baudelaire, on pourrait parler de... Exactement, Voilà. oui. Il y a 1000 manières d'engager. Mais c'est déjà une génération Oui. qui tourne autour, qui est entre 40 et 50 ans. Est-ce Ouais. qu'il y a une nouvelle génération qui a pris le relais? Est-ce que vous y intéressez? Parce que je sais que vous êtes aussi critique d'art, donc vous suivez de très près l'actualité. Oui, exactement. Après, moi, je ne veux pas décerner des prix ou Non, non, il ne parce que s'agit pas de cela. Hein, voilà. c'est un avis très subjectif. À titre personnel, moi, je m'intéresse ou je travaille d'ailleurs avec des artistes qui donc s'intéressent à ces rapports
politiques, sociaux au travail, comment à un moment simplement rendre visible quelque chose participe à une gouvernance des corps, à une gouvernance sociale. Quand je dis gouvernance, c'est aussi simplement de l'écologie, dans votre chorégraphique, etc. Et donc finalement qui engage des pratiques qui impliquent ou non de la recherche, mais qui en impliquent assez souvent. Je peux penser, alors c'est effectivement un artiste aussi peut-être un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup, à Mohamed Bourouissa, qui est quelqu'un qui, a priori, ne correspond pas aux critères, ne coche pas les cases de l'artiste-chercheur et qui, je pense, ne se revendique pas, me semble, précisément sur des questions de cet ordre, notamment sur les travaux récents, ce qu'il a pu présenter récemment chez Kamel Menour ou pour le prix Marcel Duchamp, etc. Je pense à des artistes comme Massinissa Selmani, par exemple, qui a un travail absolument magnifique sur la question du dessin documentaire. Donc là, a priori, et sur le rapport aux relations entre l'Algérie et la France, qui me semble particulièrement intéressant. Je mentionne comme ça des gens avec qui je travaille du coup peut-être un peu en ce moment. Je pense aussi au travail de Laura Hainaut, de Marie Voignier, pardon, je me trompe un peu de général. Pardon Marie. Voilà, je pense à beaucoup d'artistes qui sont sur des formes peut-être discrètes et non déclamatoires d'engager des processus de recherche. Et vous avez vu peut-être qu'au Beaux-Arts de Paris, il y a toute une série de nouveaux enseignements qui ont été créés. Il y a des diagonales, il y a des chaires. Donc, vous savez, les diagonales, ça peut être la philosophie, les sciences, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle approche, justement? Est-ce qu'elle rejoint vos préoccupations? Une école qui mettrait en jeu tous ces savoirs qui normalement n'entrent pas dans une école d'art ou qui sont jugés très accessoires et qui d'un coup peuvent devenir des éléments principaux. Mais moi je trouve que c'est absolument fantastique. Est-ce que ça doit devenir principaux, etc. Moi je pense que c'est aux étudiants de dire ce qui est principal dans leur travail. Et d'ailleurs je leur fais amplement confiance pour déterminer ce que sera l'art de demain sans attendre que nous on le pense pour eux. Mais en tout cas je trouve très intéressant comme réponse de pouvoir considérer que les savoirs de l'artiste ne sont pas cloisonnés ou ne sont pas strictement formalistes ou ne sont pas limités à l'histoire de l'art. Et d'ailleurs je me faisais cette remarque en réfléchissant à notre discussion, c'est que finalement cette fascination pour la figure de l'artiste-chercheur, qui est quand même parfois complètement à côté de la plaque par rapport à ce que peut être la réalité d'une pratique d'artiste engagée nécessairement dans la pratique du savoir, engagée avec un dialogue avec le monde contemporain, l'état de la connaissance qui est contemporain, etc. Je me disais que c'est aussi très révélateur du cloisonnement social, intellectuel de l'ensemble des activités professionnelles aujourd'hui qui tournent autour de l'art. Et que d'ailleurs, je pense à Judd là-dessus, qui a été un des premiers dans les années 60, ou en tout cas celui qui l'a crié plus fort, parce qu'il aimait bien crier très fort, à dénoncer l'absurdité des cloisonnements des rôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'artiste devrait produire des objets qui sont montrés par la galerie, qui sont médiés par des médiateurs, qui sont, etc. Et je me dis que finalement, peut-être s'il y a un rôle très salvateur à cette idée de pouvoir complètement choisir les domaines avec lesquels son travail artistique dialogue, ceux avec quoi on parle ou ceux qu'on engage, et que oui, effectivement, ça ne peut être qu'une chose absolument fantastique et je l'espère, complètement libératrice pour investir tous les champs de la vie comme étant des champs potentiels de création. Et est-ce que de façon pragmatique, cela permet aussi d'échapper au productivisme qui structure quand même notre vie sociale et économique? Est-ce que vous pensez que c'est une manière aussi de répondre de beauté en touche par rapport à ça? Tout dépend de ce qu'on en fait, c'est-à-dire par exemple, là encore l'histoire peut être utile. Vous regardez les artistes qui ont rejoint l'université dans les années 50 parce qu'on leur a proposé des postes, etc. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes renoncé au productivisme? Je ne le sais pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même, moi j'ai été aussi assez fascinée par peut-être on parlait de jeunes générations, une chose que je ne voyais pas il y a encore 5 ans et il n'y a pas 10 ans, encore moins, c'est par exemple des artistes aujourd'hui très jeunes qui se nomment artistes-chercheurs. Et on voit ça même sur les cartels, dans certaines collections, dans les collections nationales, etc., des artistes ou des cartes de visite, etc. Je m'interroge
simplement sur la sortie du productivisme et la capacité de cette forme de création-recherche à engager de nouveaux rapports simplement avec l'organisation sociale ou l'organisation du milieu de l'art. C'est-à-dire que lorsqu'elle devient un style, lorsqu'elle devient simplement déclamatoire et qu'elle devient une position d'autorité pour affirmer une autorité par rapport à je ne sais quel autre artiste qui ne serait pas un artiste chercheur ou utiliser les savoirs de manière autoritaire, comme peuvent le faire également les universitaires, hein, les artistes n'ont certainement pas le monopole de ça, mais je veux dire, là, évidemment, qu'on est tout dépend des usages qui seront faits de ça. C'est un outil, à mon avis, fabuleux pour ouvrir, même expérimenter des choses qui ne ressemblent pas à l'art. Et on le voit, hein, comment beaucoup d'artistes qui se sont engagés dans les années 60 de manière assez discrète, d'ailleurs, dans ces questions de la recherche, ont pu déployer des formes qui n'étaient pas nécessairement celles de l'objet mis en circulation pour le commerce de l'art. Et donc, si ça va dans ce sens-là, bien sûr, ça ne peut être qu'à mon avis, un levier magnifique. Écoutez, Sandra, ben, je vous remercie. On arrive au bout de 7 heures. Je vous remercie. Vous êtes très, très éclairant. Vous avez manipulé le discours de façon remarquable et vous avez aussi un sens de la pédagogie très fort. Donc, vos étudiants ont bien de la chance. Et puis, je vous remercie. Vous voulez dire un dernier mot, peut-être? Merci infiniment pour votre invitation et je voudrais vraiment, moi j'aurais beaucoup aimé, je regrette ce confinement pour ne pas avoir pu échanger, mais effectivement je suis très très soucieuse de savoir aussi comment la jeune génération et les étudiants vivent, voilà, tous ces tourments idéologiques dans lesquels sont pris entre deux feux leurs travaux. Mais en tout cas, si j'avais une chose à leur dire, c'est qu'ils se fassent confiance et que l'art, c'est eux qui vont le faire demain. Donc nous, on est là pour suivre ça avec le plus grand intérêt et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Bon, merci Sandra, et puis merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre ce soir et qui ont pu écouter Sandra Delacour donc pour son essai L'artiste-chercheur que vous pouvez vous procurer et qui est paru en 2019 aux éditions B42. Voilà. Infiniment. Au revoir Sandra, merci.